La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre Business Club de l'Ouest où l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes accueillis au sein de l'Atrium de la BPGO, la Banque Populaire Grand Ouest, que nous remercions pour son soutien et sa fidélité avec l'équipe des chroniqueurs du jour. Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, Marie-Laure Collet, présidente du groupe Calicea, et Éric Chalon-Belval, le président du MEDEF 35 et par ailleurs président SAS de la Feuille d'Érable. Eh bien, nous sommes très heureux d'accueillir l'un des fleurons de notre économie en région, le PDG du groupe Jean Hénaf, mais aussi le conseiller régional de Bretagne, délégué aux relocalisations d'activités, au fret, mais également à la logistique. Et par ailleurs, un président emblématique de Produits en Bretagne qui a énormément œuvré pour que Produits en Bretagne affiche un 5, c'est-à-dire les 5 départements de cette Bretagne historique et administrative. Je vous demande d'accueillir Loïc Hénaf. Cher Loïc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On a énormément de questions à vous poser. On a des questions à vous poser sur, bien sûr, cette entreprise totem de cette région Bretagne, de 270 salariés, un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai essayé de savoir combien de boîtes de pâté Hénaf étaient envoyées sur les 5 continents à travers le monde. C'est très difficile, mais plus d'une quarantaine de millions de produits, parce qu'au-delà de cette boîte jaune et bleue, il y a également ces fameuses saucisses, vous nous en parlerez peut-être, qui sont les saucisses préférées des Bretons. Alors, sans refaire vraiment l'historique, qui est vraiment assez incroyable, Jean Hénaf installe en 1907 une conserverie de légumes au cœur des cultures, à Pouldreuzic, dans le Finistère, sud, comme on disait autrement, pour apporter un peu de prospérité au pays bigoudin. Alors très vite, Jean et ses fils cherchent à lancer un produit moins saisonnier, tout ça pour maintenir l'activité toute l'année. C'est l'invention du pâté Hénaf en 1915. Jean Hénaf n'était pas charcutier et il n'a donc rien fait dans les règles. Il avait des cochons, une conserverie, il a mis les morceaux de cochon dans la boîte et c'est parti. Et depuis, c'est une magnifique histoire. J'ai envie, pour démarrer, de dire que tout a commencé à Pouldreuzic et pour vous, tout retourne toujours à Pouldreuzic. Oui, c'est vrai. Et, il y a quelques années, on a fait quelques croissances externes et ouvert notamment des boutiques un peu partout en Bretagne. Mais on a souhaité faire en sorte que le siège de l'activité soit à Pouldreuzic et reste à Pouldreuzic. On a même fait un petit investissement de bâtiment à Pouldreuzic pour cela. On a restructuré l'entreprise de telle façon que l'entreprise s'appelle Groupe Jean Hénaf et que son siège, la Jean Hénaf SA, soit à Pouldreuzic. Parce que je pense que c'est un peu ce qui nous donne notre startigène, c'est-à-dire que je ne vais pas gloser, mais c'est vraiment dans notre ADN, c'est-à-dire qu'on est de là, on veut que cette entreprise rayonne à partir de là et qu'elle fasse bénéficier à son territoire. À l'époque, c'était la commune de Pouldreuzic, puis ce fut le pays bigoudin. Aujourd'hui, effectivement, on a un impact un petit peu plus large que ce territoire-là, mais c'est à ça qu'on sert. Moi, j'aime bien dire les choses simplement, c'est à ça qu'on sert. Vous servez et vous en êtes le témoin de la 4e génération aujourd'hui. Benoît Cattel. Bonjour, merci de votre présence. Moi, je vais m'adresser d'abord à l'entrepreneur que vous êtes. Bon, j'ai compris, c'est une histoire familiale, 4 générations. Mais aujourd'hui, si vous deviez décrire les clés du succès de votre entreprise, de votre groupe, comment vous les trieriez par facteur d'importance ? C'est évidemment pas simple comme question. Je pense qu'on a eu pendant très longtemps... D'abord, ce startigène bigoudin qui fait que, de toute façon, il fallait qu'on réussisse par nous-mêmes. Voilà, le succès, il n'est pas venu de l'extérieur. Et je vais modérer le mot succès, mais en tout cas,
le fait qu'on soit encore là, c'est une forme de succès. Mais voilà, donc ce Startigène, il vient parce que il faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes, en permanence, qu'on réinvente les choses par nous-mêmes, en permanence. La deuxième chose, c'est que probablement, on a toujours été très attentif à la qualité de nos produits. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on appelait ça peut-être du soin avant. C'était peut-être aujourd'hui, on appelle, vous savez, il y a ces notions de parcours client, d'écoute client. On théorise beaucoup, mais je crois que quand on lit les courriers que nous envoyons, donc, enfin, on recevait beaucoup de courriers. L'entreprise a toujours eu beaucoup de contacts avec ses consommateurs. On recevait des courriers, on y répondait systématiquement et on a maintenu toujours encore aujourd'hui ce contact, et on répond toujours quasi individuellement aux gens qui nous posent des questions. Et cette attention, cette écoute de nos consommateurs, de nos clients, elle a toujours été là et on a toujours fait très attention à ce que l'on fabriquait. Et voilà, aujourd'hui, ISO 9001, assurance qualité, de la méthode, de l'organisation par processus, etc., etc. Mais on a maintenu ça, et donc oui, le soin, l'envie de bien faire, l'envie de faire des bons produits, simples, mais de faire des bons produits, elle a toujours été là, et je pense qu'on n'a jamais trahi, en fait. Voilà, on n'a jamais trahi. Après, dans les autres succès, je crois que... Alors, c'est une faiblesse, je le dis. Aujourd'hui, notre entreprise appartient à toute ma famille, une trentaine d'actionnaires familiaux. On a su passer les générations. C'est pas simple. Les transmissions d'entreprise, c'est quelque chose de pas simple. Et donc, aujourd'hui, par cet attachement à ce projet initial, qui est toujours très vivace, par le fait que nous nous appelions ENAF, que c'est éponyme, que ça parle à mes cousins, ça parle à mes oncles et tantes, toujours, parce qu'il y a toujours ce lien familial. Bon, on y est très attaché, on a un affectio societatis qui est très très fort. Et donc, on a pu sauter les générations jusqu'à aujourd'hui la 4e, avec l'aide de financiers bretons aussi. Mais on a pu réussir ça. Donc la faiblesse, c'est que arriverons-nous à passer la suivante et encore la prochaine, parce que c'est pas la transmission d'entreprise, c'est quelque chose qui est très délicat. Voilà, je pense que ce sont trois clés. Trois belles balises en tout cas. Trois belles clés. Marie-Laure Collet. Vous êtes donc un chef d'entreprise du patrimoine breton, où vous avez fait preuve d'innovation sociale, sociétale, environnementale. Aujourd'hui, vous êtes regardé de la part de tous les patrons, notamment les patrons bretons, mais pas que. Quels conseils donneriez-vous aux patrons, notamment de PME, qui doivent investir dans les transitions écologiques, environnementales, énergétiques, et qui doivent travailler aux futures obligations liées à la RSE et notamment aux normes CSRD? Je ne donne jamais de conseils, mais je pense qu'il faut que les chefs d'entreprise soient réalistes, ne soient pas dans le déni. Alors ça, c'est très personnel, hein, ne soient pas dans le déni. J'ai la chance d'avoir participé aujourd'hui à une réunion du Haut Conseil breton pour le climat qui nous faisait un point de sa première année de travaux. Et les perspectives, franchement, ne sont pas bonnes. On parle quand même d'une trajectoire à 3 degrés et donc de politique d'atténuation de l'impact de ces 3 degrés d'élévation de la température. C'est considérable ce qui va nous arriver. Donc, certes, c'est assez loin, mais c'est enclenché. Donc, nos entreprises, puisqu'il y a évidemment la puissance publique, les citoyens, mais les entreprises ont un rôle à jouer. Et moi, je suis très, très convaincu de ça, que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer, pas uniquement, évidemment, pour le sujet du réchauffement climatique, mais pour l'engagement pour un monde plus durable. Et je pense que la bonne façon de faire, en tout cas celle que moi j'ai choisi de faire, c'est de m'engager dans certains réseaux, soit d'apprendre de ces réseaux, d'absorber et de me transformer. Voilà, ça va bientôt faire 30 ans, presque 30 ans que je travaille.
Je ne suis pas celui que j'étais lorsque j'ai quitté la Marine nationale à la fin de mon service militaire, tout simplement. Je ne suis plus le même, le monde a changé. Et donc, je suis allé apprendre dans les réseaux. Donc, les réseaux, c'est fait aussi pour apprendre. Notre entreprise est signataire du Pacte mondial des Nations Unies. Je suis au conseil d'administration nationale. J'apprends énormément. Je donne un peu de temps, mais je crois que j'apprends énormément. Et puis, de pratiquer ces sujets-là, de les pratiquer. Et il y a des réseaux où on le pratique. Et vous savez que dans Produits en Bretagne, on a beaucoup transformé le réseau et on a donné l'opportunité aux entreprises membres de Produits en Bretagne de rentrer dans ces changements et de le faire, soit de le faire dans leurs entreprises ou de le faire au sein du réseau, pour le réseau, mais de pratiquer, de l'apprendre. Et enfin, après, si ces personnes, les chefs d'entreprise, sont convaincus, se sentent plus outillés d'attaquer le sujet dans leurs propres entreprises, avec leurs équipes, et de former leurs équipes, et de cascader ça, et d'embarquer les équipages au complet. Moi, je suis vraiment profondément convaincu que les entreprises peuvent faire des choses extraordinaires dans les transitions, qu'elles peuvent vraiment avoir de l'impact, que des choses simples à grand impact peuvent être faites. Et donc je suis plutôt résolument optimiste en la matière. Par contre, il faut vraiment le faire. Voilà, c'est presque... Voilà, si vous n'y êtes pas rentré vraiment dans la logique, parce qu'on va être rattrapé par la patrouille. Vous parliez de la CSRD. Je vais parler un peu crûment, mais la CSRD va mettre à poil les entreprises européennes. Je lisais un édito l'autre jour, on disait que les entreprises européennes vont être dans un camp de nudistes. C'est-à-dire qu'on va vraiment se montrer au monde tel que nous sommes, avec nos impacts. Certes, en plus, dans certains cas, certaines filières ou certaines entreprises ont fondamentalement des résultats meilleurs que d'autres entreprises sur d'autres continents, mais les autres ne le déclareront pas, puisque la CSRD, c'est européen. Donc on va se montrer comme on est, et les autres continents ne se montreront pas. Donc il va y avoir une distorsion de concurrence terrible. Donc ça, c'est une faiblesse. Donc il faut absolument que les entreprises en fassent une force, que leur transformation soit attractive, qu'elle soit attrayante, qu'elle donne envie pour toutes leurs parties prenantes et surtout leurs clients en dehors de la communauté européenne. Éric Chalon-Belval. Loïc, vous êtes ce qu'on appelle un patron engagé dans votre entreprise, on en parle à l'instant, dans la RSE, mais engagé à l'extérieur dans le monde associatif. Ça a été le cas pour Produits en Bretagne, pour la SNSM et bien d'autres choses dont on parlera peut-être. Mais vous êtes aussi très récemment, il y a 3 ans, engagé en politique. Alors évidemment, nous, de voir un chef d'entreprise qui s'engage en politique, on trouve ça génial. Parce que vous amenez du pragmatisme, vous allez être sur le terrain. Au bout de 3 années de mandat, c'est quoi, honnêtement, votre retour d'expérience? On arrive à faire bouger les choses quand on est un chef d'entreprise et qu'on fait de la politique? Question encore une fois difficile. J'essaie de parler vrai. Ma première année, alors je ne sais pas si je suis entré en politique, il ne faut pas non plus exagérer. J'accompagne un président de région dans lequel j'ai confiance, en qui je crois beaucoup, que j'apprécie énormément, et donc j'avais envie d'une certaine façon de servir la Bretagne, mais avec lui, je ne le cache pas, avec lui et son équipe. C'est aussi des histoires d'équipe, et je voulais d'une certaine façon prolonger ce que modestement on avait fait avec le réseau Produits en Bretagne dans un certain nombre de sujets. J'ai une délégation à la relocalisation d'activités, donc on est en plein dans le sujet, et une délégation sur la logistique et le fret, parce que ce ne sont pas forcément mes sujets d'expertise, mais à force, j'apporte un regard un peu nouveau sur le sujet. Donc bon, j'avais envie de continuer ça. Et je crois que j'ai été, comme beaucoup de chefs d'entreprise, très critique sur la chose publique pendant très longtemps, et que je regrette un peu peut-être ce que j'ai dit parfois aujourd'hui, parce que je ne connaissais pas. Mais c'est bien de garder un peu de fraîcheur. J'ai découvert des gens très engagés, des gens qui bossent énormément, qui sont
farouchement attachés à leur territoire et à ce qu'on peut y faire et faire de belles choses. Il y a aussi probablement des choses moins bien que je ne regarde pas, parce que je n'ai pas envie de les regarder, dans certains comportements. Et j'ai aussi découvert qu'on pouvait agir évidemment sur le très long terme. Alors ça, c'est je crois le bonheur de la région, puisque la région, on travaille vraiment sur la planification économique, on travaille sur des choses de très long terme. On tire des frises à 2050, à 2040. C'est quand même des pas de temps extraordinaires. Donc on se dit que... et moi, je me souviens avoir eu presque peur, parce que oui, si je défends une idée de quelque chose qui va se dérouler en 2040, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de ce que j'ai fait dans une pipe? Donc ça oblige à beaucoup de travail et d'humilité. Mais je trouve ça absolument passionnant. Après, les joies d'être conseiller régional, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle des désignations. On est désigné pour représenter la région dans tout un tas d'organismes, dans des lycées agricoles, des lycées maritimes, des conseils portuaires, etc. Et en fait, j'ai découvert un monde que j'ignorais. Et donc, mon retour d'expérience, c'est que c'est absolument passionnant. Voilà, je le dis franchement, j'ai découvert des choses extraordinaires. Changer les choses, c'est difficile. Il ne faut pas mentir. Mais on peut. Voilà, il faut pas être défaitiste, parce qu'on peut. En tout cas, on vous voit beaucoup sur le terrain, et ça, je reconnais que c'est pour nous, les chefs d'entreprise, très, très valorisant. Merci, mais vraiment, on peut obtenir des arbitrages. Il faut défendre son projet, il faut défendre son idée, et contrairement peut-être au milieu économique où il faut convaincre un client, un partenaire financier, et puis peut-être que ça suffit. Là, il faut aller au-delà, il faut convaincre la société au sens large, il faut convaincre des parties prenantes comme des riverains, il faut convaincre évidemment d'autres élus qui sont pas forcément qui n'ont pas votre coloration. Et voilà, donc quand on réussit à faire des choses, c'est extrêmement satisfaisant parce qu'on se dit qu'on a fait un truc qui va servir et qui va être bien. Alors, il nous reste 9 minutes, ça passe très vite. On va faire des questions et des réponses plus courtes. Loïc Hénaf, il y a toujours eu cette volonté de défi au sein du groupe Hénaf. J'aimerais savoir de quoi vous êtes le plus fier. De vous être battu en 2003 lorsqu'on vous interdit d'exporter les petites boîtes de conserve outre-Atlantique. Vous allez énormément travailler parce que 5 ans après, vous allez retrouver ce marché américain, ou alors également ce véritable défi d'avoir réussi, et par la commande de l'Agence spatiale européenne, d'avoir permis à Thomas Pesquet, dans l'ISS, de pouvoir manger du pâté Hénaf. De quoi vous êtes le plus fier ? Les deux, je suis fier de notre entreprise parce qu'effectivement, dans le premier cas, reconquérir l'agrément USDA, donc pour exporter nos produits aux États-Unis, c'était un gros travail. C'était un gros travail collectif. On s'est tous formés. On a fait venir des vétérinaires américains. On a essayé de comprendre leur état d'esprit. Parce qu'en fait, en 2 mots, il faut faire cohabiter 2 systèmes dans l'entreprise, 2 philosophies. Et donc ça, c'est un magnifique travail d'équipe qui se poursuit aujourd'hui. Mais qui reste difficile. Et le second, parce que oui, on va reconnaître, c'est un peu de panache quand même. Et donc recevoir Thomas Pesquet, fabriquer des produits. On fabrique tous les ans à peu près entre 1000 et 2000 plats pour la Station spatiale internationale avec Monsieur Lucas et aussi avec l'Agence spatiale européenne et Thierry Marx. Et donc là, en fait, c'est une action. On va reconnaître. Je reconnais que c'est une action d'éclat. Mais c'est aussi une lourde responsabilité parce que c'est vraiment ce que l'on fabrique nous qui le mange. Et donc des fois, ça me donne un peu le tournis quand même. Mais on le fait, comme j'ai énormément confiance dans nos équipes, qu'on fait extrêmement bien notre travail avec beaucoup de sérieux. J'ai pas beaucoup de doutes. D'ailleurs, d'autres projets sont en train de naître en ce moment, donc c'est enthousiasmant. Ça ne suffit pas à faire vivre l'entreprise, que les choses soient bien claires. Donc ça, c'est du en plus. C'est pour se donner du courage, pour se dire qu'on fait se dire que 2, 3, 4% de notre activité est dédiée à un truc complètement fou, complètement dingue, moi, ça m'aide à me lever le matin et peut-être à énergiser les équipes, et je crois que ça leur fait du bien aussi. Benoît. Moi, je voudrais profiter de votre présence parce que vous êtes à la fois un acteur du territoire, vous aimez ce territoire, puis vous le voyez aussi sous l'angle de vos différentes fonctions, nombreuses, hein, on en a cité quelques-unes. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots les points forts de l'économie bretonne et éventuellement un ou 2 points d'amélioration ?
C'est un lieu commun, mais c'est vraiment sa capacité à générer du collectif. Mais c'est vraiment une énorme différence. Pour nous, c'est naturel le problème. Pour nous, c'est normal. Bien sûr, on a un problème, on appelle un confrère, on appelle même un concurrent, on va dans une association, on se parle, on se fréquente, et on fait des choses ensemble. Et on monte un GIE, on monte une asso, on monte un projet. C'est pas du tout comme ça partout, hein. Pas du tout comme ça, pas aussi naturellement. Et les gens se parlent directement, se tutoient d'emblée, c'est parti, on fait un truc, on y va. Et la fragilité qui m'inquiète en ce moment, c'est quand même la capacité industrielle de la Bretagne, son tissu industriel. Et dans une France qui est terriblement désindustrialisée, on parle de réindustrialisation, c'est pas vrai. On est sur un plateau depuis 10 ans. Depuis 2012, on est sur un plateau. Il y a quelques petits signes positifs, il y a de nouveau quelques petits signes négatifs. Notre pays est un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Au secours, je crois qu'on est dans l'antépénultième dans le classement des 27. Hein. C'est catastrophique. Et si notre tissu industriel breton, là je descends sur le niveau de la Bretagne, venait à se fragiliser, je ne sais pas ce qui le reconstruirait, je ne sais pas ce qui le rebâtirait. Il a été bâti par nos aïeux, à force de travail, à force de conviction, dans un élan général, poussé aussi par le national, dont on a bénéficié. Je ne vois pas quel sera le renouveau de l'industrie bretonne à venir. En tout cas, elle ne se fera pas spontanément. Donc là, il faut vraiment être très sérieux sur l'industrie bretonne, quelle qu'elle soit, hein, de tous les secteurs d'activité, parce que sans industrie, on n'a pas un territoire équilibré. Alors, on va faire un jeu questions-réponses en 1 minute. Marie-Laure. Vous qui allez à la conquête de l'espace, après votre mandat de président de Produits en Bretagne, de conseiller régional, quel sera votre prochain mandat ? Je n'en sais rien. On peut dire que je suis un peu touche à tout. En fait, ce qui est sûr, c'est que je suis un petit peu hyperactif et que j'ai besoin de faire des choses concrètes, donc je ne sais pas. Éric. Je vous vois partout avec vos bâtons de pèlerin sur la relocalisation. C'est quoi l'indice breton d'achat local et comment vous arrivez à motiver les chefs d'entreprise pour relocaliser ? En fait, on a démontré que en Bretagne, on pouvait très facilement relocaliser 10% de nos achats. Je parle des entreprises. 10% de nos achats en France, dont 3 en Bretagne. Chaque chef d'entreprise a quand même un peu la main pour aller regarder sur 10% de ses achats. Matières premières, etc., y compris les services. Et on sait que ça, si je fais court, si tout le monde faisait ce petit effort, c'est 130 000 emplois, 5 milliards d'euros de valeur ajoutée supplémentaire et c'est 3,9 millions de tonnes de CO2 en moins. Donc on a un impact colossal. Et on l'a vérifié, on a fait macro et on l'a vérifié à partir d'un certain nombre d'entreprises. Donc l'indice breton de l'achat local, c'est tout simplement pour se juger, de se jauger où est-ce que j'en suis moi. Donc c'est quelle est la part de vos achats en Bretagne, en France et dans l'Union européenne, évidemment, extra-Union européenne. Et la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu mieux ? Si tout le monde fait un petit pas, on aurait des effets colossaux pour l'industrie bretonne et tout le système économique. J'aimerais qu'on termine avec cette dernière minute 30 sur le SCIF. Il faut penser à cette jeunesse et vous êtes engagé dans ce très beau projet pour aider des jeunes, des fois en mal de devenir. Expliquez-nous vraiment en 1 minute 30. Ce bateau, il est magnifique, il est à Douarnenez et vous œuvrez auprès des jeunes. Alors ça, c'est très personnel. Effectivement, j'ai eu l'opportunité de participer à aider ce bateau. C'est un bateau de 30 mètres qui fait naviguer des jeunes, effectivement, comme vous le disiez, en difficulté, difficulté de la vie, de toute nature. Et on croit, avec un petit groupe, on croit que déséquilibrer le corps, ça rééquilibre l'esprit. Et donc, à l'occasion de courtes croisières, de 3 jours, 5 jours, on leur donne l'occasion de sortir de leur milieu médicalisé, pénalisé, leur quotidien qui n'est pas simple. Et donc, je prends mon bâton de pèlerin et je vais chercher de l'argent auprès des entreprises pour faire financer la vie de l'association, puisqu'on a un capitaine, un marin et toute une petite équipe pour faire naviguer ce bateau le plus possible entre avril et octobre. Et on reçoit plusieurs centaines de jeunes chaque année et ça leur fait un bien fou. Et ce sont en fait des petits investissements, ce sont des petites croisières qui ne coûtent pas si cher que ça pour eux.
Et ça peut apporter tellement. Et ça peut apporter tellement. Voilà, je n'ai pas le temps d'en parler, mais ça fait vraiment du bien de se dire que, même si on ne les connaît pas et on croise, ça leur apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est, je vais paraphraser un de nos amis, c'est une histoire de petits sous. Hein. C'est une histoire de petits sous, des petits Gouenec qui ont vraiment de l'impact. En tout cas, je voulais qu'on en parle parce que je sais que vous le faites avec votre cœur. 20 secondes, on parle de voile. Bravo à Armel Lecléage sur Banque Populaire 11 qui a remporté cette longue course vraiment du Finistère. Voilà, c'était super. Départ Concarneau, arrivé Antibes, premier. Voilà, on en était très contents. Puis bon, Armel, c'est un régional, bien sûr. Une super équipe aussi dans la région et vraiment un savoir-faire et un esprit de compétition digne de la région. Merci beaucoup pour ce petit point course voile. On peut vous remercier, Loïc Hénaf. Merci beaucoup pour tout ce que vous entreprenez et vous faites rayonner à travers le monde et même dans l'espace, eh bien, ce fameux pâté. Merci. Rendez-vous très vite pour votre Business Club de l'Ouest. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #la réussite est en vous.